Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La pluie tombait doucement sur les carreaux ce soir-là, créant une sorte de silence qui donnait généralement à notre cuisine l'atmosphère d'un refuge. Mais pas ce soir. Ce soir-là, l'air semblait s'être vicié, et je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation que quelque chose clochait. J'étais en train de remuer la sauce pour les pâtes, essayant de ne pas trop penser au silence pesant dans mon dos. Camille se tenait près de l'évier, le dos raide et les bras fermement croisés. C'était subtil, mais je la connaissais bien. Trop bien pour l'ignorer. « Camille » dis-je doucement en m'approchant pour effleurer son bras. « Tu as peine décroché un mot de toute la journée. Ça va ?» Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste marmonné « J'ai mal au ventre. » C'était tout. J'ai mal au ventre. Aucune douceur, pas un regard, juste une phrase tranchante, comme si j'étais un inconnu qui avait dépassé les bornes. J'ai reculé, un peu confus. D'accord ? Dis-je lentement. C'est sérieux ? On devrait. J'ai dit que ça allait. Sa voix était plus acérée. Son regard restait fixé sur l'évier vide. J'ai hoché la tête pour lui laisser de l'espace, mais après un instant, j'ai retenté le coup. Tu as été distante toute la semaine. S'il se passe quelque chose, il faut qu'on en parle. Je ne cherche pas à te mettre la pression, mais elle s'est retournée si vite que le torchon a glissé de son épaule. Julien, tout ne tourne pas autour de toi. Lâche-moi avec ça. Ça a eu l'effet d'une gifle. Je l'ai dévisagé. D'où ça sort, ça ? C'est peut-être que j'en ai marre de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, a-t-elle craché en haussant le ton. Je ne peux même pas respirer dans cette maison sans subir un interrogatoire. Un interrogatoire ? J'ai fait un pas vers elle, en gardant une voix calme. Camille, je t'ai juste demandé si tu allais bien. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est ce que fait un mari. Oh, épargne-moi ton numéro du mari parfait. Elle a ricané en agitant la main. Tu veux que je sourie ? Que je prépare le dîner ? Que je m'assoie en face de toi et que j'agisse comme si tu ne m'étouffais pas ? J'ai serré les mâchoires. Alors maintenant je t'étouffe. Parce que je m'inquiète ? Elle a ri avec amertume. Parce que tu contrôles tout, même la façon dont je me sens. Ça a touché une corde sensible. Je suis resté là, le cœur battant, à regarder cette femme, mon épouse, dire des choses qui semblaient répéter, comme si elle avait attendu le moment opportun pour tout déballer. Camille, dis-je doucement. Si tu as besoin d'espace, prends-le. Mais ne réécris pas l'histoire pour justifier le fait de me repousser. Je ne te repousse pas, a-t-elle sifflé. Tu ne rentres tout simplement plus dans la version de ma vie que je veux en ce moment. Le coup près était tombé. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tout ce que je pouvais entendre, c'était la pluie frappant la vitre et le son de ma propre respiration. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai simplement hoché la tête et reculé. Comme si je venais enfin de comprendre quelque chose face auquel j'avais été aveugle. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas m'allonger à côté de quelqu'un qui me regardait de cette façon. Nous étions mariés depuis 7 ans. Le crédit immobilier de notre pavillon en banlieue lyonnaise était à moitié remboursé. 2 voitures étaient garées dans l'allée, et on dînait avec des amis le samedi. Elle travaillait dans le marketing à la Pardieu. J'étais prof de SVT dans un lycée. Nous ne roulions pas sur l'or, mais nous étions stables, ou du moins. C'est ce que je croyais.
Mais ce moment dans la cuisine, ce regard glacial, c'est... Mot tranchant, ce fut la première fois que je réalisais que quelque chose de fondamental s'était fissuré, et je n'avais encore aucune idée de la profondeur de cette faille. La lumière du soleil filtrait à travers les volets comme si de rien n'était là. Nuit précédente. Les oiseaux chantaient dehors comme si notre cuisine ne s'était pas transformée en champ de bataille 12 heures plus tôt. J'étais déjà levé. Debout au bord du lit, complètement habillé. Camille était encore saoulée. Drap, le dos tourné. Elle n'était pas venue me voir sur le canapé. Elle n'avait même pas vérifié si j'avais dîné après être parti en furie. Je me suis frotté la nuque et je me suis raclé la gorge doucement. Bonjour, dis-je en essayant de prendre un ton léger. J'ai appelé le cabinet du docteur Martin. Ils peuvent te prendre demain matin à 9 heures. Elle n'a pas répondu. J'ai attendu. Je veux juste m'assurer que tout va bien pour ton ventre. Tu n'arrêtes pas de dire que tu as mal. J'ai pensé que ça valait le coup de vérifier. Toujours aucune réponse. Puis la couette a bougé et elle s'est redressée d'un bond, me fusillant du regard. Tu as fait quoi? J'ai fait un petit pas en arrière, surpris. J'ai pris rendez-vous, juste pour être sûr. Ses yeux se sont plissés. Qui t'a dit de faire ça? Personne ne me l'a dit. Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne te sens pas bien. Hier, tu m'as crié dessus. Tu as dit que tu étais malade, alors. J'ai fait ce qui est normal. J'ai appelé le médecin. Elle était maintenant complètement assise, les bras croisés sur la poitrine. Tu es incroyable. Tu crois que parce que j'ai dit que j'avais mal au ventre, tu as le droit de commencer à organiser toute ma vie? J'ai cligné des yeux. Camille, c'est un simple contrôle. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas. Oh, quelle générosité, dit-elle avec mépris en se levant du lit. Mais la vraie raison pour laquelle tu as fait ça, c'est que tu ne me fais pas confiance. C'est de ça qu'il s'agit, non? Quoi? Non, c'est... Sa voix s'est brisée. Les yeux écarquillés par quelque chose de plus profond que la colère. Tu essaies de me contrôler, Julien. Tu crois que si je n'agis pas comme tu t'y attends, tu peux me gérer comme si j'étais une sorte de projet? J'ai levé les mains. Calme-toi. Tu m'as dit que tu ne te sentais pas bien. J'essayais d'aider. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'inquiétude. Elle faisait maintenant les 100 pas, ouvrant des tiroirs pour les refermer violemment. Tu sais quoi? Tu as toujours été comme ça. Silencieux, gentil, raisonnable, mais... En dessous, tu surveilles toujours, tu me fliques en permanence comme si... J'allais faire un faux pas. Ma voix a baissé d'un ton. Y a-t-il quelque chose que tu essaies de cacher? Elle s'est figée au milieu d'un pas. C'était là. Goutte d'eau. Tout son corps s'est paralysé. Puis ses lèvres se sont retroussées. Dans une expression mêlant le dégoût et la panique. Incroyable. Maintenant tu crois que je mens, que j'invente tout. Je n'ai pas répondu. Elle a attrapé un coussin et l'a jeté à l'autre bout de la pièce. Mon Dieu, je ne peux pas respirer dans cette maison. Je ne t'empêche pas de respirer, dis-je à voix basse. Je t'ai demandé si tu voulais voir un médecin. Elle s'est tournée vers moi en pointant un doigt tremblant vers ma poitrine. Tu ne l'as pas programmé. Avec moi. Tu n'as pas demandé. C'est ça la différence. J'ai expiré lentement. Essayant de ne pas répondre à l'agressivité par l'agressivité. Tu as raison. Je n'ai pas demandé. J'aurais peut-être dû, mais je ne pensais pas que c'était
Nécessaire de demander une autorisation quand tu me dis que tu ne vas pas bien. Elle est passée devant moi en trombe vers la salle de bain, ouvrant la porte. Avec une telle force qu'elle a tremblé. Tu essaies de te faire passer pour le mec calme, hein, le type bien. Mais ce n'est que de la manipulation. Je ne suis pas ta patiente, Julien. La porte a claqué. Je suis resté là, seul, à regarder les veines du bois de cette porte, me demandant comment nous en étions arrivés. Là. Il y a quelques jours à peine, nous regardions cette stupide émission de cuisine sur le canapé. Camille était blottie contre moi, son rire me faisant oublier tout le stress du boulot. Maintenant, elle m'accusait d'essayer de la contrôler parce que j'avais pris un rendez-vous médical. J'ai regardé la photo encadrée sur notre commode. Nous, à Annecy l'automne dernier, en randonnée. C'est jour rosé par le vent. Son sourire si authentique qu'il semblait rayonner. Je la connaissais comme ma poche, mais ça. Ce n'était pas elle. Ou peut-être que. Si, et je commençais tout juste à le voir. Quelques minutes plus tard, elle est sortie de la salle de bain en furie, son sac à main sur l'épaule, le visage encore humide d'avoir lavé le moindre masque qu'elle portait. Je rentrerai plus tard, a-t-elle lâché en passant devant moi. Tu vas où? Elle s'est retournée. Dans le couloir, les yeux vitreux. Je n'ai pas à te faire un rapport de tous mes mouvements, Julien. Et sur ce, elle est partie. Je suis resté dans la chambre un moment, écoutant le silence s'installer autour de moi comme de la poussière. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais inquiet, confus, et sous cette confusion, quelque chose de plus glacial avait commencé à prendre forme. Le doute non seulement sur notre dispute, mais sur ce qui avait réellement changé en elle. Ou peut-être sur ce qu'elle avait caché tout ce temps. 3 jours se sont écoulés. Camille n'a pas repris de rendez-vous chez le médecin, et je n'en ai pas reparlé. Arrivé au vendredi, nous faisions tous les deux comme s'il ne s'était rien passé. Sophie et Laurent, notre couple d'amis le plus proche, organisa ouverte une petite soirée dans leur jardin. Juste des grillades au barbecue, des rires, des verres, une pause dans l'attention, ou du moins c'est ce que je croyais. Camille s'était apprêtée avec soin. Cette robe d'été bleu que je ne lui avais pas vue depuis des mois. Les cheveux relâchés. Sur ses épaules, un léger brillant sur les lèvres. Elle était magnifique. Pas pour moi, mais magnifique. Nous sommes arrivés chez eux vers 18h. Sophie nous a serrés dans ses bras tous les deux. Laurent m'a donné une tape dans le dos, comme d'habitude. Ça semblait routinier, familier. Mais au moment où nous avons mis les pieds sur la terrasse, quelque chose chez Camille a changé. Je l'ai vu à sa façon de sourire. Plus large que d'habitude, un peu trop éclatant. Julien, prends-toi un verre, a-t-elle dit en passant devant moi vers la table. Où Laurent riait avec Sophie. Je me suis servi une bière. J'ai un peu discuté avec Sophie, mais j'observais Camille. Elle se tenait à côté de Laurent, se penchant légèrement vers lui, riant un peu trop vite à n'importe quelle blague qu'il faisait. Sa main a frôlé son bras, pas de manière évidente, pas très longtemps, mais juste assez pour que ça ne paraisse pas accidentel. Je les ai rejoints en glissant doucement mon bras autour de ses épaules. Elle a sursauté. Pas de façon dramatique, mais sa posture s'est raidie l'espace d'une seconde. Avant de faire un petit pas en avant, laissant mon bras retomber. Laurent n'a pas réagi, mais son regard a glissé de Camille vers moi. Camille s'est tournée vers Sophie. Il te reste de ce chardonnay du week-end dernier? Sophie a hoché la tête, se dirigeant déjà vers la cuisine.
Et nous voilà, juste nous trois. J'ai regardé Laurent. Semaine chargée? Ouais, a-t-il dit sans me regarder. Dans les yeux. Ça l'est toujours. Camille s'est rapprochée de lui. Pas assez. Pour que ce soit flagrant, juste ce qu'il fallait. Le reste de la soirée est devenu flou, noyé dans le vin, la fumée du barbecue et les rires en fond sonore. Mais à chaque fois que je jetais un œil, Camille n'était pas près de moi. Elle était toujours près de Laurent. Je la regardais rire de ses anecdotes, se pencher un peu quand il parlait, toucher ses cheveux comme elle le faisait avec moi à nos débuts. Une fois, pendant que Sophie distribuait les verres, j'ai surpris Camille en train de regarder Laurent. Pas juste regarder, observer. Un regard qui s'est attardé une demi-seconde de trop. Il a croisé son regard rapidement puis a détourné les yeux, comme s'ils faisaient tous les deux semblant de ne pas savoir ce que l'autre pensait. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri et tendu son verre à Camille comme si je n'avais rien remarqué, mais c'était le cas. Chaque frôlement, chaque sursaut, chaque regard. J'ai vécu la soirée entière comme si je regardais une scène écrite sans moi. Et quand nous sommes enfin retournés à la voiture, Camille fredonnait doucement, les yeux rivés sur son téléphone. Pas une seule fois elle ne m'a regardé, et pourtant je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait, de façon silencieuse et permanente. C'est un mardi que j'ai retrouvé François, le vieil ami d'un ami, le genre de type qui se fond dans le décor et pose des questions sans avoir l'air d'en poser. Ancien flic, c'était maintenant un détective discret avec un bureau tranquille au-dessus d'une laverie près de la place Bellecour. La plaque à son nom était de travers, le café avait un goût de brûlé. La moquette était plus vieille que moi, mais il faisait le job. Dis-moi exactement ce que tu cherches, dit-il en tapotant sur un bloc-notes élimé. J'ai hésité. Je crois que ma femme me cache quelque chose. Et ce n'est pas juste une liaison. François n'a pas scié. Tu as un nom? Laurent, ai-je lâché. Laurent Mercier. Il est marié. C'est un ami à nous. François a hoché la tête lentement. En gribouillant. Pas de problème. Je ferai ça discrètement. Tu auras des photos, des horodatage, de l'audio si je peux. Rien d'illégal, rien de sale. Juste la vérité. La vérité. C'était tout ce que je voulais. Une semaine plus tard, je me retrouvais dans ce même petit bureau poussiéreux. François ne m'a pas accueilli avec des banalités, il m'a juste désigné une chaise et a tourné l'écran d'un ordinateur portable vers moi. Écoute ça, a-t-il dit. L'enregistrement a grésillé légèrement avant de se stabiliser. Du vent, des bruits de moteur. Puis la voix de Camille. J'ai du retard. Un gros retard. J'ai acheté 3 tests, Laurent. Tous positifs. Mon sang n'a fait qu'un tour. La voix de Laurent a suivi, plus basse, tendue. Tu es sûr qu'ils sont fiables? Je suis sur le parking du CHU avec une échographie dans mon sac, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Oui, je suis sûr. Laurent a marmonné un juron entre ses dents. Puis le silence. Juste le son ambiant. Des voitures qui passent. Quelqu'un qui tousse au loin. Camille à nouveau, je ne sais pas quoi faire, Laurent. Julien. Il ne l'a pas interrompu. Et il ne le saura pas. Pas encore. François a mis l'audio en pause. J'ai regardé l'écran. La barre de progression n'en était qu'à la moitié, mais j'en avais entendu plus qu'assez. Au début, je ne pouvais pas parler. J'avais les mâchoires serrées, les poings crispés sur mes genoux.
François a patienté respectueusement, puis s'est penché. Un peu en avant. Il y a plus. Elle lui dit qu'elle va te déclarer comme le père, que c'est plus simple comme ça pour la mutuelle, les dossiers médicaux, ça. Réputation. J'ai fermé les yeux. Je ne faisais pas seulement face à une trahison, je faisais face à un complot, à un choix délibéré. Elle avait pris la décision de me tromper, non pas dans le feu de l'action, mais avec une logique implacable. Elle m'a mis sur le dossier, ai-je demandé d'une voix rauque. François a hoché la tête. Elle le lui a dit directement. Le nom de Julien va dans les dossiers. C'est propre. Il ne posera pas de questions si je gère bien la situation. J'ai porté une main à ma bouche, ravalant quelque chose entre un rire et un gémissement. Ce n'était pas juste une aventure, c'était une construction machiavélique. Elle bâtissait un mensonge brique par brique. François a glissé un dossier sur le bureau. À l'intérieur, des photos. Camille. Et Laurent adossé à une voiture sur le parking de l'hôpital, la main de Camille sur son ventre. Le visage de Laurent livide, les lèvres pincées. Ça va, a demandé François. J'ai hoché la tête lentement. Oui. Et c'était vrai, car maintenant, pour la première fois depuis des semaines, j'y voyais clair. L'histoire n'était plus à moitié écrite, et je savais exactement comment ce chapitre devait se terminer. L'hôpital sentait l'antiseptique et les mensonges silencieux. J'ai passé les portes coulissantes juste après 9 heures, les mains fermement dans les poches. Le poulant est contrôlé. Pas de rage, pas de tremblement, juste un but. Ah. L'accueil, une jeune infirmière a levé les yeux avec un sourire poli. Je peux vous aider? Je suis ici pour ma femme, ai-je dit calmement. Camille Harper a fait des examens récemment. L'infirmière a tapé sur son clavier un instant. Vous êtes enregistré comme membre de la famille directe? Je suis son mari. Julien Harper. Elle a hésité, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Je vais devoir confirmer votre identité. J'ai fait glisser ma carte d'identité sur le comptoir. Elle l'a étudié, a regardé l'écran puis m'a regardé. Vous figurez. Comme le père, a-t-elle dit à voix basse. C'était là, la réalité imprimée. Froide, plate, officielle. Oui, ai-je répondu. C'est exact. Elle a hoché la tête, encore hésitante. Un instant. Elle a disparu dans le couloir. Je suis resté là, à regarder un agent d'entretien passer la serpillière à côté de moi. Comme si rien au monde n'avait changé. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec une fine chemise cartonnée. C'est tout ce que je peux vous remettre sous votre nom, a-t-elle dit. Merci. Un médecin s'est approché d'elle, examinant le rapport. Un homme d'une quarantaine d'années, le regard serein, la chaleur professionnelle habituelle. Monsieur Harper, dit-il avec un doux sourire en me tendant la main. Félicitations. Je lui ai serré la main. Merci, ai-je répondu. Les mots sonnaient faux dans ma propre bouche. Il est encore tôt, a-t-il poursuivi. Mais tout semble stable pour le moment. Nous programmerons bientôt la prochaine échographie. Bien sûr, dis-je avec flegme. Il a de nouveau hoché la tête. Essayez d'être là pour elle. Ses premières semaines peuvent être éprouvantes. Je le ferai, dis-je, parce que techniquement, c'était encore vrai. L'infirmière a tourné le dossier vers moi. Vous pouvez le consulter ici si vous le souhaitez. Je l'ai ouvert lentement. Des formulaires imprimés, des notes d'admission, les contacts d'urgence. Et juste là, à l'encre noire, Père, Julien Harper. Pas Laurent. Moi, mon nom, ma
Vie, mon futur, réécrit sans mon consentement. J'ai refermé le dossier avec précaution, comme s'il pouvait me mordre. Je vous remercie pour votre aide. Ai-je dit à l'infirmière. Elle a souri, soulagée. Je vous en prie. Le médecin m'a adressé un dernier signe de tête. Prenez soin de votre famille. C'est mon intention, ai-je répondu. Puis je me suis retourné et j'ai remonté le couloir. Chacun de mes pas résonnait trop fort, comme si le bâtiment tout entier écoutait. Je ne ressentais pas de colère à ce moment-là. Je ressentais de la précision. Un piège avait été tendu, et je venais de marcher dessus sans m'y faire prendre. Ce soir-là, notre chambre semblait tout droit sortie d'une publicité pour magazine. Une lumière douce, des ombres chaleureuses, des bougies parfumées à la lavande qui vacillait sur la commode. Camille se tenait près du lit, vêtue d'une nuisette en soie couleur rouge vin. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vue porter ça. Elle m'a regardé avec un sourire tendre. Coucou. Je suis resté sur le seuil, déboutonnant les poignets de ma chemise. Salut. Elle s'est approchée de la table de nuit, ajustant la bougie comme si c'était important. Tu étais silencieux au dîner. J'ai eu une longue journée. Elle a fait une pause, hochant la tête comme pour l'accepter. J'ai pensé que peut-être ce soir, on pourrait se retrouver juste tous les deux. Sa voix était basse, suave, intentionnelle. Elle s'est rapprochée et j'ai perçu un sillage de ce parfum qu'elle ne mettait que pour nos anniversaires, celui qui me faisait m'arrêter au milieu d'une phrase quand elle passait près de moi. Tu es très belle, dis-je d'un ton prudemment neutre. Ses doigts ont effleuré mon torse pour remonter vers mon cou. J'espérais que tu dirais ça. Je l'ai regardé dans les yeux. Ils étaient doux, mais calculateurs. Elle s'est penchée, ses lèvres frôlant ma mâchoire. Ça fait longtemps. J'ai reculé un peu, juste assez pour mettre de l'air entre nous. Je suis fatigué, dis-je d'une voix basse mais claire. Son visage n'a pas changé au début. Puis elle a cligné des yeux, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si je venais de dire quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Oh. J'ai beaucoup de choses en tête. Le boulot. J'ai hoché la tête. Entre autres choses. Elle s'est enlacée. Elle-même, la soie de la nuisette bougeant avec elle. Tu as été distancé. Dernier temps, tu ne trouves pas? Je n'ai pas répondu. Je me suis approché d'eux. La commode, j'ai enlevé ma montre et l'ai posée avec un léger clic. Son reflet dans le miroir était figé, incertain. Elle a retenté le coup, sa voix basse et répétée. Ce qu'on était me manque, pas toi. Je me suis retourné, m'appuyant contre la commode. La version de moi qui ne posait pas de questions te manque. Elle a laissé échapper un petit rire nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je n'ai pas répondu. Elle s'est déplacée pour s'asseoir au bord du lit, le matelas grinçant légèrement sous son poids. J'essaie, a-t-elle dit. J'allume des bougies. Je suis là. Qu'est-ce que tu attends de plus de moi? Je l'ai observé pendant un long moment. Ce que je voulais? De l'honnêteté. Mais on en était déjà beaucoup trop loin. Des réponses? Je les avais déjà. À cet instant. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle s'assoie dans l'inconfort de la situation qu'elle avait créée, au lieu de se cacher derrière du parfum et une lumière d'ambiance. Tu n'as pas besoin d'essayer, dis-je. Pas ce soir. Ses épaules se sont affaissées. Alors maintenant tu me rejettes. Je ne te rejette pas, dis-je doucement. Je suis juste fatigué.
Elle a détourné le regard, et j'ai vu la première vraie fissure dans son armure. Pas de colère, pas de manipulation, juste de l'incertitude. La même femme qui avait été si sûre d'elle, qui avait porté la trahison comme une seconde peau, était maintenant déstabilisée par un simple mot. Elle s'est levée du lit lentement. J'ai pensé que peut-être on pourrait repartir à zéro. Revenir à comment c'était avant. J'ai penché la tête. À quel moment exactement est-ce que tu penses que les choses ont changé? Elle m'a dévisagé, puis a baissé les yeux vers la bougie à côté d'elle, comme si celle-ci pouvait répondre à sa place. Je me suis dirigé vers la salle de bain. Bonne nuit, Camille. En quittant la pièce, je ne me suis pas retourné, et derrière moi, la lumière des bougies vacillait face au silence qu'elle avait elle-même allumé. Le réveil sur ma table de nuit affichait 4h58 du matin. Quand j'ai senti son corps se presser contre le mien, je n'avais pas dormi une seule minute. La main de Camille a frôlé mon torse et puis ses lèvres, douces et appliquées, ont trouvé mon cou. Elle n'a rien dit au début, elle a juste bougé lentement, son souffle chaud sur ma peau, comme si elle pouvait se glisser à nouveau dans la version d'elle-même qui existait avant que les fissures ne commencent à apparaître. Puis vint le murmure. Tu me manques. C'est tombé avec la lourdeur d'un mensonge chuchoté dans une église. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas répondu. Elle m'a embrassé l'épaule. Je me disais que peut-être on pourrait recommencer. Juste tous les deux, sans pression, sans tension. Juste nous, à nouveau. Je me suis redressé sans un mot, j'ai sorti mes jambes du lit et j'ai enfilé un sweat à capuche. Julien, a-t-elle dit doucement. Où tu vas? Je n'ai pas répondu. Je suis sorti de la chambre, j'ai marché dans le couloir et je suis entré dans la cuisine, où le monde sentait encore le silence et le carrelage froid. La lumière du frigo s'est répandue quand j'ai ouvert la porte. Des œufs, du beurre, du pain, la routine habituelle. Je me suis mu lentement et méthodiquement, comme quelqu'un qui avait fait ça 1000 fois. Parce que c'était le cas, sauf que maintenant tout avait changé. Derrière moi, j'ai entendu ses pieds toucher le sol. Un instant plus tard, le bruissement du tissu. Puis le doux tapotement de ses pas. J'ai cassé les œufs dans la poêle et gelé. Et laissé grésiller, le bruit coupant la tension comme une lame. La voix de Camille est restée enrobée de sucre et de nervosité. Tu pars, comme ça? Je prépare le petit déjeuner, dis-je sans me retourner. Pour qui, a-t-elle demandé en croisant les bras sur le pas de la porte. Parce qu'on n'a pas l'impression que tu es encore là avec moi. J'ai retourné les œufs avec soin. Tu as faim. Elle a cligné des yeux. C'est une blague? Je me suis enfin tourné pour la regarder. Les cheveux ébouriffés par le sommeil. Se peignoirant. Soit à nouveau, maintenant froissé. Ses lèvres encore brillantes par je ne sais quel fantasme elle essayait de recréer. J'ai soutenu son regard. Calme. Imperturbable. Tu ne veux pas d'eux? Julien, arrête ça, a-t-elle lâché en entrant dans la cuisine. Tu fais ce truc où tu agis comme si rien n'avait d'importance, comme si je ne venais pas d'essayer de te parler, de m'ouvrira. Toi. Tu m'as embrassé dans le cou, dis-je sèchement. Sa voix est montée d'un cran. J'essaie de renouer le contact. Non, ai-je répondu avec flegme. Tu essaies d'effacer quelque chose. Ce n'est pas pareil. Elle s'est mordue la lèvre. En secouant la tête. Pourquoi tu agis comme si j'étais l'ennemi? Je ne joue pas la comédie, j'ai simplement arrêté de faire semblant que tu ne le haises pas. Ça l'a touché en plein cœur.
Je l'ai vu dans ses yeux. Elle s'est appuyée contre le plan de travail, les épaules tendues. Alors c'est ça, maintenant. Tu ne me parles plus? Tu fais des œufs et tu lâches des énigmes. J'ai glissé les œufs dans une assiette et j'ai coupé le feu. Certaines choses, dis-je en poussant l'assiette vers elle, n'ont plus besoin de mots. Ça ne veut rien dire. A-t-elle craché? Pour moi, si. Elle m'a dévisagé, les bras toujours croisés. Comme si elle essayait de ne pas s'effondrer. Tu crois tout savoir, a-t-elle dit. Tu crois m'avoir cerné? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je crois que j'ai arrêté d'essayer de me convaincre que je ne sais pas. Je vois. Ça. Bouche s'est ouverte puis refermée. Rien n'est sorti. J'ai pris une deuxième assiette et je me suis préparé des œufs sans dire un mot de plus. Sa respiration est devenue haletante. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. A-t-elle murmuré? J'ai hoché la tête. Moi non plus. Tu ne me demandes même pas ce que je ressens. Tu ne veux pas qu'on te pose de questions, dis-je, là. Voix grave. Tu veux être pardonné sans avoir à te justifier. Un instant de silence. Elle s'est avancée, a touché doucement mon bras. Julien, j'ai peur. Je ne dis pas tout en ce moment parce que je ne sais pas comment. Je n'ai pas bougé. Tu as eu le temps. Je l'ai encore, a-t-elle murmuré. Mais je n'ai pas répondu. Le grille-pain a sauté. J'ai attrapé les tartines, je les ai beurrées. J'en ai mis une à côté de son assiette et l'autre dans la mienne. Elle ne s'est pas assise, elle est juste restée là, le regard incertain. Mange un peu. Dis-je à voix basse. Elle a regardé l'assiette, puis moi. Tu vas vraiment faire ça? Juste t'asseoir là et faire comme si rien de tout ça n'était réel? Je l'ai regardé et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Pas un sourire amical, un sourire de connivence. J'agis comme si c'était très réel. Elle a reculé. Ses paupières ont battu rapidement. Ce n'est pas toi qui es censé prendre tes distances. Tu serais surprise, ai-je murmuré. Puis je me suis assis et j'ai pris ma première bouchée. Elle n'a pas bougé, n'a pas touché à la nourriture, elle est juste restée là, son peignoir glissant d'une épaule. La lumière tremblotante du matin frappant ses yeux comme une vérité qu'elle n'avait pas prévue. Son plan ne s'effondrait pas, il était déjà en miettes, et maintenant il ne restait plus que l'écho de la cuisine et le tintement silencieux de ma fourchette contre la porcelaine. Avant de continuer, Lick et si. Vous comprenez ce que je ressens. À midi, le ciel s'était couvert. Une lumière grise planait sur Lyon, comme une pause avant que quelque chose de définitif ne s'abatte. Je me suis garé devant le cabinet d'avocat, j'ai coupé le moteur et je suis resté là un moment, les doigts pianotant sur le volant. Je n'étais pas là pour brûler les ponts, j'étais là pour construire la porte de sortie. Le bâtiment était fait de briques et de verre, silencieux, sérieux. À l'intérieur, les murs étaient tapissés de livres. Que je doutais que quiconque touche à moins d'y être obligé. La secrétaire a. L'accueil m'a salué avec un sourire fatigué. Monsieur Harper? Oui, Julien. Maître Dubois va vous recevoir. Je l'ai suivi dans un couloir étroit jusqu'à un bureau d'angle. Des cloisons vitrées, un vieux bureau en bois, 2 chaises. En face. Maître Dubois s'est levé quand je suis entré. La cinquantaine, costume sombre, cheveux argentés, un regard qui semblait avoir vu toutes sortes de mariages partir en lambeaux. Il m'a serré la main. Une poignée de main ferme. Sans chaleur, juste les affaires. Vous avez quelque chose pour moi, a-t-il
demandé en m'indiquant de m'asseoir. J'ai sorti le dossier de mon manteau et je l'ai posé sur le bureau. À l'intérieur, les transcriptions du rapport de François, les dialogues de l'enregistrement, les horodatages, les photos de Camille et Laurent sur le parking de l'hôpital, une copie du dossier de l'hôpital avec mon nom déclaré comme père, et une clé USB soigneusement étiquetée à l'encre noire. Des preuves. Maître Dubois a ouvert le dossier et a commencé à le feuilleter. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas parlé. Il a simplement scanné chaque page l'une après l'autre avec le rythme lent et régulier d'un homme habitué à fouiller dans les cendres. Je suis resté assis en silence. Le seul son était le léger bourdonnement de la ventilation et le doux bruissement des feuilles qui se tournaient. Quand il est arrivé à la dernière page, il s'est adossé à son fauteuil en posant une main sur le dossier. Ceci, a-t-il dit finalement, est irréfutable. J'ai hoché la tête une fois. Ça ne m'étonne pas. Vous obtiendrez tout, a-t-il continué. Le divorce pour faute, les biens matériels, l'annulation de la présomption de paternité, la sympathie de l'opinion, si ça vous importe. Elle peut essayer de se battre, mais elle n'ira pas loin. Pas avec une fraude à la paternité anticipée et des preuves d'une liaison en cours. Ça ne m'intéresse pas de la traîner dans la boue, dis-je à voix basse. Je veux juste en finir proprement. Maître Dubois a penché la tête. Vous comprenez? Elle a essayé de vous piéger dans la paternité légale d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Je comprends. Elle aurait pu se taire, attendre, et toucher une pension alimentaire pendant 18 ans. J'ai hoché la tête de nouveau. C'est pour ça que je suis ici maintenant, avant que les dégâts ne soient irréversibles. Maître Dubois a tapoté le dossier. Vous êtes malin, vous êtes venu tôt. Je suis venu juste après avoir arrêté de me mentir à moi-même. Il s'est penché en avant, faisant glisser le dossier vers lui comme s'il faisait déjà partie d'une affaire en cours. Je vais lancer la procédure. Aujourd'hui. Ce sera rapide, chirurgical. Je préfère que ce soit discret. Plutôt que rapide, dis-je. Maître Dubois a esquissé un sourire sec. La discrétion, c'est facile quand vous avez la vérité de votre côté. Je me suis levé, je lui ai serré la main à nouveau. Merci, dis-je. Pas la peine, a-t-il répondu. C'est elle qui vous a donné les armes. Vous ne faites que les utiliser. Dehors, les nuages n'avaient pas bougé, mais d'une certaine manière. L'air semblait plus léger. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais ancré. Et pour la première fois depuis des semaines, je savais exactement où j'en étais. La maison de Sophie dégageait toujours cette lueur chaleureuse et décontractée. Comme un endroit où il ne pouvait rien arriver de mal. Des guirlandes lumineuses. Au-dessus de la clôture, le rythme doux de la musique en fond, le tintement des verres et l'odeur des merguez sur le barbecue qui flottait dans le jardin. On aurait pu croire que la paix résidait ici. Mais ce soir allait être complètement différent. Camille s'était un peu trop apprêtée pour une simple soirée barbecue. Une robe rose pâle, un collier en or, les cheveux ondulés comme si la soirée était plus importante qu'elle ne voulait l'admettre. Ses yeux brillaient d'une sorte d'énergie nerveuse, comme quelqu'un sur le point de réaliser un tour de magie devant une foule, les yeux bandés. Sophie nous a accueillis comme toujours. Des embrassades chaleureuses. Un rapide lilia. Boire à côté de la glacière, les grillades arrivent. Camille a rapidement plongé dans la conversation avec un grand sourire et une voix plus enjouée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Elle a ri un peu trop fort à une
Blague de Laurent. Sa femme, Sophie, n'a pas semblé s'en rendre compte. Ou peut-être qu'elle essayait juste de ne rien voir. Je suis resté en retrait. Buvant une bière, laissant la fête s'animer autour de moi comme si j'étais un fantôme. Puis je l'ai vue. Camille a fait teinter doucement son verre, attirant l'attention de tout le monde. Je voudrais juste dire un petit mot, a-t-elle lancé, la voix douce et claire. Je sais que ces derniers mois on s'est un peu fait discret, mais je crois qu'il est temps de partager la bonne nouvelle. J'ai eu l'estomac noué. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix a tremblé. Un peu, parfaitement répété. Julien et moi. Nous allons avoir un bébé. Il y a eu une seconde de silence. Puis les acclamations ont explosé, les rires, les applaudissements, les verres levés. Quelqu'un a crié enfin. Un autre a ajouté, félicitations, mon pote. Sophie s'est couvert la bouche de ses mains, les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, Camille, c'est merveilleux. Laurent, lui, est resté figé, le sang désertant son visage comme si quelqu'un avait ouvert une trappe sous ses pieds. Camille s'est tournée vers moi. Rayonnante. Dis-leur, mon chéri. J'ai levé mon verre lentement, j'ai regardé chaque personne présente autour de la table, puis j'ai souri. En fait, ai-je dit d'une voix calme, claire et glaciale comme l'air d'hiver, vous devriez probablement trinquer à la santé de Laurent. Le silence a été immédiat. Plus. Personne ne riait. Personne ne bougeait. Laurent a cligné des yeux, une fois. 2 fois. Puis il a baissé les yeux vers la bière dans sa main comme s'il espérait se désintégrer. Sophie a regardé entre nous, confuse. Attends, quoi? Je me suis tourné vers elle, tenant toujours fermement mon verre. Camille est enceinte. Cette partie-là est vraie. Le sourire de Camille a vacillé. Mais l'enfant n'est pas de moi. La voix de Camille est sortie dans un torrent. Essoufflé. Julien, mais qu'est-ce que... De quoi tu parles? Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé les yeux fixés sur Laurent. Tu veux dire quelque chose? Ou je continue? Sophie s'est tournée vers son mari. Laurent? Laurent a ouvert la bouche puis l'a refermée. Sa peau était livide, presque verdâtre sous les lumières de la terrasse. Camille s'est avancée rapidement. Il ment. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est juste confus, il est blessé. J'ai sorti la clé USB de la poche de mon manteau. Enregistrement audio. Vous deux, sur le parking du CHU. Ta voix. Tes mots. Laurent a enfin pris la parole, la voix brisée et sourde. Camille. Les yeux de Sophie se sont braqués sur lui. Qu'est-ce que tu as fait? Camille s'est approchée de moi en essayant de m'arracher la clé USB. Arrête, je t'en supplie, on peut arranger ça. Tu n'as pas besoin de faire ça ici. Ici, dis-je doucement, c'est exactement là que ça doit se passer. J'ai regardé autour du cercle, des amis que nous connaissions depuis des années, certains depuis notre mariage, tous observant. Maintenant avec des yeux ronds, tenant leur verre comme s'ils risquaient de renverser la vérité s'ils bougeaient trop vite. Félicitations, Laurent, ai-je ajouté en concluant le toast. J'espère que tu es prêt à changer des couches. Laurent a reculé d'un pas comme s'il avait été frappé. Sophie s'est couvert la bouche de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus de l'émerveillement, c'était la nausée. La voix de Camille s'est brisée. C'était une erreur, Julien. J'allais te le dire. J'avais peur. Tu n'avais pas peur, dis-je. Tu as été stratège. Et là, je me suis retourné,
j'ai traversé le jardin. Passant sous les guirlandes lumineuses, fendant les regards confus et l'air électrisé. Personne n'osait respirer. Je n'avais pas besoin de voir comment ça se terminait parce que je le savais déjà. Qu'elle s'explique. Que Laurent bafouille, que le silence les déchire comme ils avaient prévu de me le faire. Pour une fois, je n'allais pas nettoyer les dégâts, je m'en éloignais. Simplement. Le tribunal judiciaire sentait le papier et le bois verni. Pas la justice. Juste la bureaucratie en marche. Camille était assise de l'autre côté d'eux. L'allée, les cheveux tirés en un chignon impeccable, les lèvres pincées. Elle portait le genre de tailleur gris qui crie l'humilité. Son avocat, un homme propre sur lui avec une cravate hors de prix, s'est penché et a chuchoté comme s'il peaufinait l'histoire parfaite. Mon avocat, maître Dubois, était assis à mes côtés, silencieux, confiant. Il n'avait pas besoin de construire un récit. Il avait la vérité dans un dossier. Le juge aux affaires familiales nous a appelés à la barre. L'avocat de Camille s'est levé le premier. Votre honneur. Ma cliente ne conteste pas les preuves de paternité. Elle reconnaît son erreur. Mais demande au tribunal de prendre en compte le contexte émotionnel. Elle vivait dans l'isolement, émotionnellement abandonnée dans un mariage où la communication était rompue depuis longtemps. Il n'y a eu aucune malveillance. Juste de la confusion et de la peur. Je n'ai pas bronché. Le juge a hoché la tête lentement, notant quelque chose sur son bloc. Et pourtant, elle a falsifié des dossiers médicaux pour établir une présomption de paternité erronée. Ce n'est pas de la peur, maître, c'est de la fraude. L'avocat de Camille s'est agité, mal à l'aise. Ce n'était pas prémédité, votre honneur. Maître Dubois s'est levé. Nous avons des documents, des enregistrements audio et une chronologie qui prouve le contraire. Elle a admis son plan au père biologique. Des semaines avant que M. Harper ne soit au courant de quoi que ce soit. Ce n'est pas un dérapage, c'est un complot. Le juge s'est tourné vers Camille. Puis vers moi. Monsieur Harper, contestez-vous ce qui a été présenté? J'ai dégluti. Non, votre honneur. Le silence. Puis le verdict est tombé. Le tribunal statue qu'il ait fait droit à l'action en désaveu de paternité. Monsieur Harper n'est pas le père légal de l'enfant à naître. Les droits et devoirs parentaux sont annulés. Monsieur Harper ne sera tenu à aucune obligation financière concernant cet enfant. J'ai senti ma poitrine se dilater légèrement. Le tribunal attribue à Madame Harper le véhicule actuellement à son nom. Tous les autres biens communs, y compris le domicile conjugal, seront conservés par Monsieur Harper au vu des apports. Le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse est prononcé avec effet immédiat. Enfin, la procédure de reconnaissance en paternité devra être engagée envers Monsieur Laurent Mercier, qui devra assumer toutes les responsabilités parentales et financières après la naissance. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée. Laurent, qui était assis derrière Camille, n'a même pas levé les yeux. Il fixait la table. La mâchoire de Camille tremblait, mais moi, je me sentais calme, comme si l'air avait arrêté de comprimer mes côtes. Quand nous nous sommes levés pour partir, maître Dubois m'a touché légèrement l'épaule. Vous avez obtenu ce que vous vouliez? Non. Dis-je. J'ai obtenu quelque chose de mieux. Quoi donc? Tournez la page. Et puis je suis sorti du tribunal, libre. C'était un dimanche matin tranquille quand j'ai entendu frapper à la porte. Pas un coup précipité, pas hésitant, juste ferme. J'ai ouvert la porte et Sophie était là. Les cheveux attachés, pas de maquillage, les yeux rouges comme si elle
n'avait pas dormi, mais ses épaules étaient droites. Le menton levé, elle a esquissé un petit sourire. « Salut. »« Salut » ai-je répondu en m'écartant. « Tu veux entrer ?» Elle a secoué la tête. « Non, je n'ai pas besoin de m'asseoir. J'avais juste besoin de te demander quelque chose. » Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, la brise matinale s'engouffrant derrière elle. Elle m'a regardé et sa voix n'était qu'un souffle. « Comment tu as fait pour ne pas t'effondrer ?» J'ai laissé le silence s'installer un instant. Qu'elle respire. Puis j'ai répondu simplement, je me suis effondré. En silence, quand personne ne regardait. Ses yeux ont brillé, mais aucune larme n'a coulé. J'ai ajouté, certaines trahisons frappent comme des tremblements de terre. Sophie a hoché la tête, la voix plus assurée maintenant. Oui. Maison reconstruite. Dis-je. Et si on s'y prend bien, les fondations finissent par être plus solides qu'avant. Elle a laissé échapper un rire tremblant. Laurent a déménagé hier. Ça ne m'a pas surpris. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un capable de mentir avec autant d'aisance aux personnes qui lui faisaient le plus confiance. J'ai hoché la tête. C'est quelque chose que je respecte. Elle m'a regardé un instant de plus, puis s'est avancée et a passé ses bras autour d'eux. Moi. Ce n'était pas romantique. Ce n'était rien d'autre que ce que deux personnes ayant survécu à un même naufrage pouvaient s'offrir mutuellement. Quand elle s'est reculée, elle a souri de nouveau. Un vrai sourire, cette fois. Je suis heureuse que tu ailles bien. Je vais bien, maintenant. Moi aussi. Et puis elle s'est retournée, a descendu les marches et a disparu dans la matinée. Je suis resté là un moment à observer la rue, les feuilles, le calme. Puis j'ai fermé la porte derrière moi et je suis rentré dans une vie qui m'appartenait à nouveau, entière, paisible, et enfin authentique. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire. Sophie a choisi de s'éloigner d'eux. Quelqu'un à qui elle avait un jour promis l'éternité. Tout ça parce qu'il avait choisi le mensonge et le silence quand la vérité comptait le plus. Dites-moi. Honnêtement, a-t-elle pris la bonne décision? Laissez votre avis dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'ai encore bien des choses à raconter.